Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, je reviens avec une vidéo pour Rise to Nobility et vous faire une explication des règles du jeu. Donc le futur des 5 royaumes. Donc Rise to Nobility était un jeu qui a été édité sur Kickstarter par Final Frontier Games. On a eu une version française aussi par Pixie Games. Donc ici on est sur une version de luxe. En termes de gameplay, il n'y a pas de modification par rapport à la version boutique. C'est juste de l'amélioration de matériel qu'on aura en fait dans cette version-là. Donc je vais vous expliquer en fait comment fonctionne du coup ce jeu pour savoir si ça peut correspondre à vos types de jeux tout simplement. Alors ici on va trouver donc le plateau principal avec les différentes actions. Donc il faut savoir que Rise to Nobility est un jeu de dés. On va chacun avoir en fait un set de dés à sa couleur. Donc le jeu se joue jusqu'à 6 joueurs et il y a aussi une version solo dans le jeu. Au niveau du matériel, comme je vous dis, donc là on aura les dés. Donc là, comme je vous dis, ça c'est la version de luxe. Pour la version retail, vous aurez des dés plus classiques. Vous allez avoir ensuite ce petit jeton là qui va vous permettre, qui sera mis donc du coup sur le plateau de scoring. On a un plateau de scoring à part que tout ne rentre pas donc sur la vidéo et dans le cadre. Un petit plateau comme ça ici pour mettre votre scoring, vos points de victoire. On va ensuite avoir aussi un petit tableau jeton comme ceci qui lui va venir se placer sur votre plateau individuel. Chaque joueur a un plateau individuel comme ceci. Et on aura placé tous ici à 9 cette petite tour ici sur notre piste de renommée. Donc ça, chaque joueur a un plateau individuel et chaque joueur commence sa partie aussi avec une ressource de chaque type. Dans le jeu, il y a 6 ressources. Les ressources, on va les retrouver ici dans le jeu. Donc là on est aussi sur la version Deluxe, sinon ça sera des cubes pour la version boutique. Donc voilà les 6 ressources qu'on retrouvera dans le jeu, en plus de l'argent. Pour l'argent, donc je vous montre un petit peu les pièces, 1 et 5, donc là pareil c'est des pièces en métal, donc ça c'était carrément un add-on supplémentaire. Sinon donc on aura des tokens bois, des tokens carton comme on a l'habitude d'avoir dans ce type de jeu. Voilà ce qu'on va avoir, et on va avoir aussi encore en plus pour chaque joueur, donc du coup des maisons comme ceci, qu'on va pouvoir construire pour attirer nos colons, et des meeples, qui sont des ouvriers qu'on va pouvoir envoyer pour devenir des apprentis, et peut devenir aussi des maîtres de guilde. Voilà pour la mise en... Voilà pour ce que chaque personnage et chaque joueur aura donc du coup au départ. On aura aussi pour la mise en place au départ, ici on a un set de cartes qui correspond à des personnages. Donc on va faire un mélange de tout ça. On va donner une carte à chaque joueur qui sera son personnage pour la partie, qui va lui permettre en fait tout simplement d'avoir 2 bonus. Un bonus ici d'une ressource que je vous expliquerai un petit peu après. Un autre bonus ici aussi one shot qui va pouvoir avoir quand il atteindra en fait sur cette piste là-bas ici de noblesse, quand il arrivera en fait sur le blason mauve. À ce moment-là, il aura la possibilité de gagner immédiatement ce bonus. Donc dernière petite chose qu'on a aussi ici, là-bas on a aussi un petit token avec une étoile qu'on va mettre là-bas en bas, qu'on va mettre sur le côté, qui correspond en fait à notre piste de noblesse. Qu'est-ce qu'on va retrouver en fait sur la suite du matériel? On va y trouver aussi ici donc tout un tas de jetons qu'on va placer ici, qui sont des jetons modificateurs, que je vous expliquerai un petit peu après. On va avoir tout un tas de bateaux comme ceci, qui sont mis ici sur le côté. On en mettra un au début de chaque tour. Ici en jeu, qui seront les ressources qu'on va pouvoir vendre quand on va aller au port. On fait tout simplement faire du commerce. Ici, on a le compte-tour du jeu, qui est donc un compte-tour pour l'avancement. Une partie va durer donc du coup 10 tours. Et dans chaque tour, on aura 4 phases que je vous explique aussi un petit peu après. On va y retrouver ici un endroit avec un certain nombre de tuiles qu'on met ici au hasard, visibles, et tout le reste ici est en pièces face cachée. Enfin, on va y trouver encore un autre set de cartes, donc qui sont numérotées 1 et 2. Tout simplement, donc on va mélanger le paquet 1 et le paquet 2. Chaque joueur en début de partie va aussi avoir une carte colon de niveau 1. Donc ce sont les cartes colons qui vont nous permettre d'avoir des points de victoire et qu'on va pouvoir mettre dans son domaine. Et on aura aussi donc des cartes numéro 2 qui viendront un peu plus tard dans la partie, puisqu'on viendra mettre le tas 1 sur le tas 2 pour tout simplement en fait avoir d'autres colons en jeu. Les colons, on en a toujours 6 visibles sur le côté de votre plateau. Il y en aura toujours 6 visibles. Dès qu'un joueur va en prendre un, on en mettra toujours un de disponible. Je pense vous avoir montré l'ensemble du matériel. Reste un jeton premier joueur, et ensuite il y aura aussi des petits modules avec deux modules avec des extensions que je vous expliquerai plutôt en fin de vidéo. Enfin, pour terminer la mise en place, chaque joueur aura donc une petite aide de jeu qui rappelle un petit peu les 4 phases qu'on va avoir dans le jeu
et comment on peut gagner des points de victoire dans la partie. Et on a aussi en fait pour le joueur qui fait la mise en place tout simplement un petit rappel des configurations 1, 2 joueurs, 4 joueurs, 3 joueurs, 5 joueurs et 6 joueurs pour tout simplement faire le setup de départ. Donc tout le monde va débuter aussi la partie avec 8 pièces et ensuite suivant la configuration, certains joueurs, en fait suivant le nombre de joueurs, vont pouvoir gagner aussi des modificateurs ici. Alors comment va se passer un tour de jeu tout simplement? Comme je vous disais, un tour de jeu va se jouer en 4 phases. Il va y avoir une phase de lancer de dés. Donc tout le monde a 5 dés au départ, enfin et tout le monde aura 5 dés pour la partie. On va tout simplement donc du coup lancer ces 5, tous les joueurs vont lancer leurs 5 dés pour voir un petit peu, et du coup auront des valeurs de dés qu'ils vont pouvoir utiliser lors de la deuxième phase qui est la phase d'action. On va pouvoir utiliser nos dés. On va ensuite avoir une phase 3 qui va être une phase de revenus, on va récupérer de l'argent de différentes façons suivant les personnages et les apprentis qu'on aura mis sur le plateau. Et enfin on va avoir une phase 4 qui est une phase d'entretien où on va tout simplement récupérer nos dés, refaire un petit nettoyage au niveau de la mise en place et pour pouvoir attaquer un autre tour, tout simplement en changeant le premier joueur et en avançant ici le compte tour. Alors, donc, comme je vous dis, tous les joueurs vont lancer leurs dés. Une fois qu'ils auront tous lancé leurs dés, en commençant par le premier joueur, un joueur va devoir donc du coup utiliser ses dés pour pouvoir faire des actions, puisqu'on est sur un jeu de placement d'ouvriers, ou plutôt placement de dés. Et donc on va pouvoir placer ces dés sur l'ensemble des actions disponibles sur le plateau. Petite chose qu'il va y avoir en fait, comme je vous disais au début, sur votre plateau personnel ici, vous avez en fait votre tour que vous placez ici en valeur 9. Alors à quoi sert cette piste de renommée? Tout simplement, c'est la valeur maximale de dés de valeur de dés que vous allez pouvoir dépenser. Donc là au début on démarre tous à 9, c'est-à-dire que j'ai beau avoir les 5 dés disponibles ici, en tout je vais pouvoir dépenser que 9. Donc là si je veux faire une action à 5, il va me rester plus que 4. Donc soit j'utiliserai un 1 et un 3, donc là 8 ça me fera 3 dés, soit celui-là, donc on arrive à 9, soit j'utiliserai que 2 dés parce que je vais utiliser mon 4. Il va falloir augmenter sur cette piste de renommée pour pouvoir utiliser nos valeurs. Donc des fois faire des petits dés, ça peut être aussi intéressant pour faire plus d'actions. Donc soit on fera des grosses valeurs de dés, on aura sûrement moins d'actions à faire, soit on utilisera des petites valeurs, on aura plus de choix de faire des petites actions. Bien sûr, il faudra se débrouiller avec les dés qu'on a fait lors du tirage, mais c'est pas pénalisant, on a toujours quelque chose à faire de ce côté-là. Donc à son tour de jeu, comme je vous dis, on va pouvoir placer un dé. C'est une des actions que vous pouvez faire. Alors placer un dé, ça va être dans différents endroits. Je vais vous montrer déjà les emplacements des 6 guildes dans le jeu. En fait, dans le jeu, on a donc 6 guildes pour les 6 ressources du jeu. Ici, 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 ici et ici. Donc ils ont tous le même pouvoir au départ. C'est juste qu'ils vont produire des ressources différentes. Donc à son tour de jeu, on va pouvoir, donc je vous dis, par exemple, je vais déplacer ici mon 4. Sur chaque guilde, il y a des valeurs. Ici, je peux déplacer un dé de valeur 1 ou 2. Sur cet emplacement-là, un dé de valeur de 3 ou 4. Et sur l'emplacement-là, un dé de valeur 5 ou 6. Une fois qu'on a placé un dé dans les guildes, personne d'autre ne pourra se replacer. Donc si ici je mets mon 4, personne d'autre va pouvoir venir se placer. Suivant la configuration des joueurs aussi, il peut y avoir en fait, donc là dans une partie à 3 ou 4 joueurs, il n'y a que 2 emplacements disponibles. C'est-à-dire que là, si un autre joueur ou moi-même, je viens mettre un deuxième dé, le troisième emplacement, si je mets un 5 ou un 6, le troisième emplacement ici ne sera plus disponible pour ce tour-ci. Il faudra attendre le tour prochain, qu'on aura tout nettoyé pour pouvoir y rejouer. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, maison, je pose mon 4 ici. Pour l'instant, c'est vide. Ces emplacements vides qui sont là, en fait, on va pouvoir y construire des ateliers dans le jeu. Des ateliers qu'on pourra acheter ici dans l'hôtel de ville et qui sont dans ce sachet et qui seront visibles, que je vais vous montrer un petit peu après. Et donc, sinon, en fait, tout simplement, donc s'il y a des ateliers, il devra faire donc, les actions, déclencher les actions des ateliers pour pouvoir prendre le bonus. S'il ne souhaite pas prendre le bonus, il n'est pas obligé de les prendre. Dans tous les cas, l'atelier qui appartient en fait cet atelier, le propriétaire, parce qu'il y aura automatiquement quelqu'un qui sera propriétaire du lieu, gagnera lui le bonus qu'il y a au-dessus. Une fois qu'il a fait les ateliers, il va pouvoir donc déclencher donc, en option, ça ne sera pas obligatoire, faire les actions qui sont ici en dessous, qui sont toutes les mêmes, comme je vous disais, pareil sur l'ensemble des autres guildes. Il va pouvoir ici, donc sur un 3 ou 4, acheter jusqu'à 2 ressources donc, de bijoux, donc qui vont être les ressources jeunes. Donc chaque ressource dans le jeu aussi, pareil, vaut 1. Il y a un rappel ici, mais toutes les ressources ont toutes le même coût, valent 1. Donc là, il a la possibilité d'en acheter 2. Donc il peut dépenser jusqu'à 2 pièces pour prendre 2 ressources. L'autre possibilité qu'il va pouvoir faire, s'il a dans son plateau personnel, ici, sur la zone ici, on a des placements pour nos ouvriers et ici, on a des placements pour nos maisons. S'il a dans son placement personnel ici des ouvriers disponibles, il a la possibilité d'envoyer un apprenti dans cette guilde. L'apprenti, ici vous avez 6 emplacements, ça va être suivant la configuration du nombre de joueurs, pareil une partie à 4 joueurs, il n'y aura que 4 emplacements disponibles.
Si on est à 5, 5 emplacements, 6, 6 emplacements, et ainsi de suite. Donc il aura la possibilité d'envoyer un apprenti ici. L'apprenti va vous permettre de gagner des revenus. Imaginons que j'avais déjà eu un apprenti au tour d'avant, je l'ai ici, je fais cette action-là, donc là il n'y a pas eu de bonus, mais donc je dépense 2 pièces pour pouvoir vendre 2 ors. Comme j'ai dépensé au moins une pièce, ou j'ai acheté au moins une ressource, je gagne aussi ensuite une ressource gratuite par apprenti présent de ma couleur. Donc là, maintenant j'avais dépensé mes 2 pour avoir mes 2 ressources, je vais gagner plus 1 parce que du coup, j'ai fait un achat et j'ai un apprenti dans cette guilde-là. Donc du coup, je gagne plus une ressource. Voilà les actions possibles pour l'ensemble des guildes. Donc là, 3 ou 4, je peux acheter 2 ressources et je peux envoyer un ouvrier comme apprenti dans la guilde, si l'emplacement est disponible. Sur les 1 ou les 2, je peux acheter qu'une seule ressource et je peux envoyer jusqu'à 2 apprentis. Et sur les 5 ou des 6, je peux acheter jusqu'à 3 ressources et je ne peux pas envoyer d'apprentis. Voilà pour les emplacements des guildes. Je vais vous parler maintenant de l'hôtel de ville qui aura un rapport du coup direct avec les différentes guildes. À l'hôtel de ville, ici, comme vous pouvez voir, en fait, on a des valeurs, donc 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc il faudra mettre strictement la valeur qui correspond. Donc là, ici, il faudra que je mette un 4. Si je veux pouvoir acheter, en fait, l'une des 6 tuiles disponibles dans le jeu. Dans le jeu ici, donc pour le tour en cours, on y placera ici 6 tuiles bâtiments, comme ceci. Et donc, j'aurai la possibilité, donc là, si j'ai mon 4, il faut que je dépense en plus 6, et à ce moment-là, j'aurai la possibilité d'acheter ce bâtiment sous certaines conditions. Les conditions sont lesquelles? Dans le jeu, il existe 2 types de bâtiments. Il va y avoir tout simplement des ateliers, comme je vous disais un petit peu avant pour les guildes, qui sont tout simplement ces bâtiments-là avec le symbole de la guilde. Et il va y avoir les autres couleurs qui sont en jaune, des bâtiments publics, qui sont ceux-là, qui sont toutes les mêmes, et qui ceux-là, on pourra mettre donc du coup sur son plateau individuel. On a 3 emplacements pour pouvoir accueillir les bâtiments publics. Donc ici, par exemple, si j'avais, on va la déclencher plutôt comme ceci. Voilà, donc j'ai mis mon 6, j'ai dépensé mes 6. Et j'ai envie de poser en fait cet atelier dans la guilde jaune tout à l'heure où là j'avais placé justement un apprenti. En faisant ça, donc comme je vous disais, il va y avoir en fait des prérequis pour pouvoir les construire, parce que la construction est immédiate. Il faut donc du coup envoyer, vous ayez payé ce coup-là. Ensuite, il faut que vous ayez un atelier disponible encore possible en fait dans cette guilde-là. Et vous allez choisir sur quel endroit vous allez vouloir le mettre. Autre chose, il faut que vous ayez un apprenti. L'apprenti va devenir maître de guilde. Si vous n'avez pas d'apprenti dans la guilde, vous ne pouvez pas acheter ce bâtiment parce que vous ne pourrez pas d'ailleurs le construire. Donc, par exemple, je suis ici, je vais le construire ici. Je sais que je vais pouvoir envoyer du coup un apprenti parce qu'il est disponible et du coup je vais avoir ce bâtiment là qui sera du coup maintenant et je serai maître de guilde et ça permettra donc pour les tours suivants des joueurs vont devoir ici déclencher obligatoirement ce bonus là, ils gagneront de l'argent et le propriétaire gagnera aussi de l'argent. Quand je vais construire, je vais gagner ici des points de victoire. Tout ce qui est ici, là en rouge, c'est des points de victoire que vous gagnez immédiatement. Et à côté, ça va être des points de renommée. Des points de renommée que vous mettez aussi sur la piste, qui sont importantes, puisque ça vous permet d'aller chercher déjà ce petit symbole ici pour pouvoir gagner votre bonus de votre personnage. Et puis vous verrez par la suite, c'est assez important d'aller monter là-dessus pour le conseil de pierre. Et ça vous donne aussi des points de victoire en fin de partie. Donc là, vous pouvez choisir de vous placer ici, ça vous donne 5 points de victoire. En deuxième placement, ça vous donne 4 points de victoire et 2 points de renommée. Et en troisième emplacement, ça vous donne 1 point de noblesse, et 3 points de victoire. L'avantage du bonus ici, vous voyez, c'est qu'il est plus puissant quand ça vous appartient. Et puis quand quelqu'un va mettre un 5 ou un 6, comme il va déclencher tous les bonus, en général, on le fait, sauf si vraiment un bonus, quelque chose ne nous intéresse pas, on ne le prend pas. Mais en tout cas, le propriétaire, lui, va pouvoir potentiellement gagner ici les ressources intéressantes. Et puis du coup, même le joueur qui met 5 ou 6, il aimerait bien pouvoir prendre tous les bonus. Et du coup, ça peut très bien payer. Donc voilà, voilà comment fonctionne pour placer du coup ces bâtiments qui sont les ateliers et de mettre du coup un apprenti qui devient un maître de guilde. Deuxième bâtiment possible qui va être, c'est d'avoir tout simplement, donc ce bâtiment public. Donc le bâtiment public, comme je vous disais, ça sera sur son plateau individuel. Il faut que vous ayez un bonhomme de disponible ici. Si vous n'avez pas de bonhomme disponible, vous n'allez pas pouvoir construire. Là, c'est le même principe. Vous allez le placer dessus. Ça vous fait gagner 2 points de noblesse et 5 points de victoire pour tous, les mêmes ici. Et puis, ce bâtiment-là vous donnera en plus derrière, je vous expliquerai, des points de victoire supplémentaires quand vous allez tout simplement construire et accueillir des nouveaux colons. Et ça vous donnera des bonus aussi lors de la phase ressources. Donc voilà pour l'hôtel de ville. Ici, on ne remplacera pas le bâtiment. On fera attendre le tour complet. On fera un nettoyage. Enfin, on décalera. On va remettre des nouvelles tuiles là où les tuiles ont été achetées.
On va ensuite avoir ici le port. Donc le port, pareil, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut mettre la valeur qui correspond à la valeur de dés. Si je mets par exemple une nouvelle fois mon 4 ici, ça veut dire que je peux vendre jusqu'à 4 ressources sur les ressources qui sont demandées. Et donc là ici, une bleue, il y a un emplacement disponible. Et ben j'en avais en stock, je vais aller le vendre. Donc je peux vendre jusqu'à 4 ressources. Je vais vendre mon bleu. Je vais vendre un blanc parce que j'avais un blanc et j'avais un jaune aussi. Et puis je vais m'arrêter là parce que les autres ne vaut que 1. Et donc je ne les vends pas. Et donc là ici, hop, je mets un livre et je mets des bijoux. Et donc j'ai gagné 2, 4 plus 3, j'ai gagné 7 pièces. Je prends 7 pièces, donc c'est un moyen de prendre des revenus. Les ressources là restent ici en place. Quand il n'y a plus d'emplacement disponible, on ne pourra plus derrière vendre des ressources. À la fin du tour, on nettoiera ici. Ça c'est pour le port. On va avoir ici le bureau de Berk, le greffier, qui est le but, qui est un petit peu l'objectif. Hein, là-bas, celui qui a le plus de points de victoire, c'est lui qui viendra se mettre à la place du bureau de Berk, qui prendra sa place. Ici, pour un 1 ou un 2, on va pouvoir prendre un jeton modificateur. Et on va avoir la possibilité aussi de nettoyer la piste. Si on veut, hein, on fait 1 ou 2 ou 0. C'est de son choix en fait. Hein. On en fait 1 ou 2 et dans le sens qu'on veut en fait, tout simplement. Donc là, on peut nettoyer ici complètement cette piste de l'hôtel de ville. Et on va pouvoir nettoyer aussi la ligne de colons qu'on aura au niveau des cartes. Pour un 3 ou un 4, on a un jeton modificateur et on peut en acheter un deuxième pour une pièce. Et pour un 5 ou un 6, on a un jeton modificateur et puis on peut en acheter jusqu'à 2 supplémentaires pour 2 pièces. Ces jetons modificateurs changent les valeurs de dés. Donc en fait, on peut faire un plus 1, moins 1. Un 6 ne peut pas devenir un 1 ne peut pas devenir un 6, mais on peut en dépenser plusieurs pour descendre ou augmenter la valeur de ces dés. Donc ça peut être aussi intéressant puisqu'il n'y a pas d'autre moyen que de relancer ces dés. Donc il va falloir augmenter sur sa piste de renommée ou bien prendre ces jetons-là qui peuvent être intéressants. On va ensuite avoir ici le château d'ivoire. Alors le château d'ivoire justement est un des endroits assez convoités qui peut être convoité en début de partie puisque c'est ici qu'on va pouvoir monter sur notre plateau personnel et nos points de renommée. On va mettre 1 ou 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 pour gagner plus 1, plus 2 ou plus 3 points de renommée. On les gagne immédiatement et du coup, si on a augmenté notre valeur et qu'on va peut-être pouvoir utiliser un dé alors qu'on est encore limité au début du tour. On va enfin avoir encore 2 autres emplacements qui vont être ici la caverne taverne. Ici, la caverne taverne, je vais mettre un dé. Ici, j'ai mis un 6. Donc tout va bien pour les autres parce que là, il va falloir tout simplement que ça soit supérieur ou égal. Je dis des bêtises, il faut que ça soit supérieur ou égal. Donc là, ici, ils seront obligés de mettre un 6 par la suite s'ils veulent encore construire puisque j'ai mis un 6. Si j'avais mis un 1, ils avaient toutes les possibilités possibles. Ici, en termes d'emplacement, c'est pareil. On aura autant d'emplacements disponibles que le nombre de joueurs. Si on joue à 4, il n'y aura que 4 emplacements disponibles. À la caverne taverne, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend donc l'un des 6 colons disponibles, visibles, face visible, et on va le prendre dans sa main. On peut en avoir jusqu'à 3 non réclamés devant soi en fait. À un moment ou à un autre, on aura la possibilité de pouvoir les réclamer pour gagner des points de victoire et attirer en fait et faire construire une maison, une colonie dans notre domaine. Et donc là, on choisit l'une des espèces. Donc dans le jeu, il y a 6 espèces différentes. Vous verrez à quoi ça sert d'avoir des espèces différentes par la suite. Et en tout cas, c'est juste prendre un colon. Là, vous prenez juste la carte colon et vous allez la mettre devant vous. Et on en remettra un disponible, il y en a toujours 6 de disponibles. Enfin, on va avoir là-bas le chantier pour 5 pièces. On va placer un dé, et là c'est le même principe. Par contre, là ici, il faut que les dés soient inférieurs ou égaux. Donc là, si je mets un 1 ici, d'ailleurs, il sera obligé de mettre un 1, il n'y aura pas d'autre solution. Si je mets un 5, là il est à 5, 4, 3, 2, 1. Et même pareil pour le nombre d'emplacements, on n'a pas plus d'emplacements que le nombre de joueurs. Et donc là, ça permet d'acheter des maisons. Des maisons en début de partie, on va en avoir une seule. On en a déjà une au départ. Qu'on met ici, et après pour acheter les suivantes, il en faudra d'autres. Ces maisons-là, c'est la seule moyen de pouvoir justement attirer, de faire les cartes colons, on en aura une en début de partie aussi, et après les d'autres qu'on va aller les chercher, tout simplement il va falloir avoir une maison pour pouvoir tout simplement les accueillir chez nous, construire leur maison et gagner des points de victoire grâce à ces colons qui arrivent dans votre domaine. Donc il va falloir aller en chercher des maisons. Donc voilà l'un des derniers emplacements qui est encore disponible. Reste ici le conseil de pierre. Le conseil de pierre, vous n'allez pas y aller directement au début de partie parce que déjà ça coûte cher en ressources. Deuxième chose, il faut avoir un minimum de points et de conditions. Donc ici il y a le blason violet, c'est-à-dire qu'il faut être au moins un 5. Et ensuite il y a le blason blanc, qu'il faut être là-bas au moins un 12 pour pouvoir prendre tout simplement ces tuiles. Et donc là ici on a 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Donc en fait on viendra déplacer la valeur de son dé sur la ressource, sur la tuile qu'on souhaite prendre. Par exemple celle-là parce que je suis bon, je vais donner mes 2 ors, je vais donner mes 2 jetons de magie, j'ai bien les conditions et je gagnerai 5 points de victoire.
En fait, on a un petit peu les ambassadeurs de chaque race. Donc là, il y a aussi un prérequis qui vient un petit peu de vous soudoyer. Donc là, c'est les elfes. Donc il faut que dans mon domaine, j'ai des elfes. Si j'ai pas d'elfes dans mon domaine, j'ai pas attiré de colons elfes, je ne pourrai pas aller voir l'ambassadeur des elfes. Donc là, c'est pour ça que c'est intéressant après de diversifier, d'avoir le maximum de races différentes pour pouvoir essayer d'avoir le plus de possibilités de choix pour aller prendre des points de victoire ici, surtout en fin de partie. Et donc là, je suis bien violet, donc je donne ça, et je gagne 5 points de victoire. Mais quand en fait l'elfe un peu vous soudoyez, les autres races sont pas super contents et vous perdez 2 points de renommée. Donc sur votre piste, vous perdez des points de renommée. Si vous perdez des points de renommée, vous avez moins de marge de manœuvre pour pouvoir utiliser vos dés. Et donc voilà, donc là on a vu tous les emplacements possibles qu'on aura donc du coup sur le plateau personnel, tout ce qu'on va pouvoir faire tout simplement avec ces actions de dés. Il va y avoir ensuite maintenant encore 2 autres choses. À son tour de jeu, comme je vous disais, on va pouvoir jouer un dé. On peut faire encore 2 autres choses. Une chose qu'on peut faire, c'est vendre un bâtiment. On peut vendre son bâtiment, donc un atelier ou un bâtiment public. Alors c'est très pénalisant quand même de vendre un bâtiment, c'est vraiment quand on est désespéré, qu'on a vraiment besoin d'argent. Quand on vend un bâtiment, on gagne 3 points de victoire. Donc si c'est un atelier, on retire notre pion qu'on va remettre sur son plateau et on va perdre les points de victoire qu'on avait gagnés. Et on gagne 3 pièces à la place. Le bâtiment, les ateliers dans tous les cas restent en place jusqu'à la fin de la partie, donc là il n'aura plus de propriétaire, donc il n'aura plus les bonus, mais il aura récupéré ses 3 pièces. Ça par contre, sa noblesse, il garde ses points de noblesse, il perd vraiment que ses points de victoire. Deuxième solution, pareil, on va pouvoir vendre un de ces bâtiments publics. Donc là, c'est pareil, on va perdre nos points de victoire. On garde ses points de noblesse, mais on perd ses points de victoire pour prendre 3 pièces. Et donc le petit pion, on va revenir ici, tout simplement, dans son emplacement des travailleurs. Dernière action possible, on va pouvoir attirer, donc, comme je vous disais, des colons dans son domaine. Et donc là, ces actions-là, que ce soit vendre un bâtiment ou un colon, vous pouvez le faire avant votre action de dé. Vendre, alors comment ça fonctionne? Tout simplement, imaginons j'avais ce Trobit en jeu, c'est pas le bon exemple, on va en prendre une de valeur 1 au début de partie. J'avais celui-là, toujours les Trobits, ça m'a donné une indication du nombre de points de victoire que je peux gagner avec les Trobits. Je peux gagner entre 6 et 9 points de victoire. Alors comment ça fonctionne? Il faut que je dépense au moins une ressource de chaque type, en sachant que sur chaque ressource, je ne peux pas en dépenser plus de 3. C'est pour ça qu'on est à 6, à 9 maximum, puisque de toute façon, je ne peux pas dépenser plus de 3 rouges, 3 bleus et 3 blancs. Et du coup, je peux gagner un maximum de 9 points de victoire, mais avec un minimum de 6 points. Donc, il faut que je dépense au moins 6 ressources avec au moins une de chaque. À ce moment-là, je sais que ces colons rejoignent mon domaine. Je vais venir y placer, il faut que j'ai bien sûr une maison. Je vais venir la placer dans mon domaine. Je vais dépenser les ressources pour gagner des points de victoire. Et je vais accueillir des nouveaux ouvriers dans mon domaine. Donc là, je vais les prendre dans la réserve générale, 2 ouvriers que je vais venir placer ici. C'est comme ça qu'on récupère des ouvriers. C'est que par le biais en fait, d'attirer des nouveaux colons tout simplement dans son domaine. Ensuite, on la met en dessous. Elle ne servira plus à rien, donc vous la mettez comme vous le souhaitez. Ce qu'il faut, c'est laisser visible la race, puisque vous en avez besoin pour le conseil de pierre de ce côté-là. Et donc là, vous gagnez les points de victoire. Et quand je vous disais qu'on est limité à 3 maximum, vous avez votre personnage que je vous disais en début de partie qui lui va vous permettre de monter à 4 sur un type de ressources. Donc là en fait moi j'avais super exemple j'ai celui-là, le marron, donc les chaises, et bien là en fait au lieu de dépenser maximum 3, je peux dépenser maximum 4. Donc je vais dépenser 4 chaises, puis par exemple 2 bleus, donc ça fait 6, et puis je vais dépenser derrière 3 blancs, et puis c'est bon, j'ai bien mes 9 points de victoire, et je construis mon domaine, où j'aurais pu dépenser que 6. La seule chose qu'il faut bien retenir, c'est au moins un de chaque, et maximum 3 de pas plus de 3, sauf plus 1 avec votre personnage qui vous permet de monter à 4. C'est pas un bonus de plus 1, c'est pas 9 plus 1, 10, c'est vraiment plus 1 de monter de 3 à 4. Petite chose ici, quand vous construisez aussi en plus, quand vous avez construit vos bâtiments publics, vous avez mis bien sûr un petit bonhomme ici, à chaque fois que vous allez attirer un nouveau colon, que vous faites une construction de maison, eh bien vous gagnez plus un point de victoire par bâtiment public. C'est-à-dire que si ici rapidement vous mettez vos trois maisons, enfin vos 3 bâtiments publics, eh bien à chaque fois que vous allez construire une maison, hop, bon, ça peut dire j'ai mis mes 3, je construis une maison, plus 3 points de victoire. Donc ça peut être aussi un petit bonus, une petite stratégie à essayer. À voir si c'est faisable, si c'est viable, parce que ça coûte quand même assez cher d'aller les acheter, il faut vraiment que ça tombe bien là-dessus, mais c'est aussi une possibilité de gagner des points de victoire là-dessus, sans compter que construire des bâtiments publics, ça donne aussi des revenus lors de la phase ressources, revenus, ça donne aussi encore des bonus ici qui sont assez intéressants. Voilà donc la action possible que vous pouvez faire. Ensuite, les autres joueurs vont jouer, et ainsi de suite. Et la partie va s'arrêter quand soit tout le monde a dépensé tous ses dés, ou tout le monde a passé, parce qu'en termes de valeur de dés, il ne pouvait pas déplacer plus de dés.
On va arriver à la phase de revenu. La phase de revenu est assez simple. Dans chaque guilde, on va regarder les apprentis présents. Et les apprentis, on va gagner autant de pièces suivant en fait le nombre d'apprentis présents de l'ensemble des joueurs. Donc c'est pas très compliqué, mais en fait il y a toujours un petit rappel ici qui vous le donne avec votre mise en place. Si je prends une mise en place pour 4 joueurs, par exemple, là, hop. Si je suis tout seul dans la guilde, je vais gagner 3 pièces par apprenti. Si on est 2, c'est 2 pièces par apprenti. Donc si j'ai mis 2 apprentis à moi dans une même guilde, je vais gagner 4. Et en fait, on fait ça pour les 6 guildes. On va gagner du coup, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Pour chaque aussi maître de guilde qui vous appartient, donc ici par exemple dans la jeune j'avais ça, et ben là je gagne une ressource pour chaque maître de guilde. Donc si là je gagnerai donc du coup une ressource jeune parce que j'ai un maître de guilde. Dernière chose où on va gagner encore un petit peu de revenus, ça va être tout simplement sur son plateau individuel. Si on a construit des bâtiments publics, ici on gagne aussi un revenu, ici donc c'est soit une pièce, soit on avance en points de renommée, soit on va gagner un jeton modificateur. Voilà pour la phase revenu, donc c'est important en début de partie d'essayer de mettre un petit moteur en place pour essayer de poser ce bonhomme pour pouvoir gagner un petit peu d'argent, parce qu'après l'argent on la gagne surtout ici, c'est un peu plus compliqué pour pouvoir aller gagner de l'argent, ça sera de la vente de ressources, parce que vous voyez que acheter des bâtiments ici ça coûte assez cher, acheter des chantiers pour pouvoir attirer des colons ça coûte assez cher, toutes les ressources doivent aussi s'acheter, donc l'argent c'est important de mettre un petit moteur en place pour l'argent. Une fois qu'on aura terminé ça, tout simplement, on arrive à la phase de nettoyage. La phase de nettoyage, comme je vous disais, ici, on aura par exemple acheté, donc on va décaler et on va compléter. On va remettre des tuiles. Ici, si on a vidé les emplacements, pareil, on viendra juste remettre, on bouge à rien, on viendra juste mettre une nouvelle tuile à la place. La tuile bateau, on va tout simplement vider toutes les ressources qu'on va mettre dans la réserve, on va la défausser et on en mettra une nouvelle. Il faut savoir qu'on a un gros paquet de tuiles bateau pour pouvoir donc mettre une autre en place. Enfin, donc on avancera ici le compte tour et le marqueur premier joueur passera donc du coup au joueur suivant. Et on enchaîne les tours pour en faire du coup 10. Arrivé à la fin de partie, on aura donc du coup nos points de victoire accumulés ici sur notre plateau individuel en ayant gagné, construit des guildes, aller au conseil de pierre, ainsi de suite. On gagnera en plus les points de victoire ici de notre noblesse, donc on peut gagner jusqu'à 15 points de victoire. Et on gagnera aussi pour chaque, donc sur les ressources qui vous restent encore sur votre plateau individuel, par lot de 2 ressources, ça vous fera gagner un point de victoire. Celui qui aura le plus de points de victoire aura donc gagné la partie et prendra la place de Burke dans son bureau auprès de la reine. Voilà un petit peu donc du coup les principes de Rise to Nobility. J'espère n'avoir rien oublié de ce côté-là. Il est possible que j'avais quelques petits oublis. Dans les modules supplémentaires, on avait aussi des cartes événements. Donc je n'avais pas joué lors de ma première partie. Il faut savoir que ces cartes événements, c'est que du positif. Donc il n'y a pas de malus. Donc en fait, vous en prenez 5 du niveau 1, 5 du niveau 2. Vous mélangez, vous mettez un au-dessus. Puis au début de tour, vous retournez pour mettre en place un événement. Donc là, les joueurs reçoivent une noblesse supplémentaire lorsqu'ils augmentent leur noblesse. Donc ça donne une direction. Donc ça peut créer des embouteillages, mais un peu de tension pour aller prendre des actions. Et puis des fois, certains vont les battre sur cette action-là parce qu'il y a un petit bonus. Mais vous aurez plus de possibilités pour faire une autre action qui aurait pu être convoitée. Donc c'est que des événements positifs, il n'y a pas de malus là-dedans. Ensuite, on va avoir un autre module un peu plus complexe qui est celui-ci. Celui-ci va permettre de rajouter une action supplémentaire. Et ça va aussi rajouter, je ne vais pas trop vous rentrer dans le détail, mais ça va rajouter aussi en début de partie. On va avoir 3 cartes, chacun va avoir 3 cartes et on va en choisir une qui a un objectif personnel. Donc ça peut donner une direction en fait à notre partie. Chaque carte colon elfe satisfaite vous rapporte 2 points de victoire. Donc en fin de partie, si vous êtes parti sur des elfes, c'est plus 2 points de victoire par elfe. Et on va pouvoir, donc on en a qu'une en début de partie, mais on va pouvoir en gagner d'autres. Et ici, on va pouvoir aussi placer du coup certains de nos apprentis qui eux ne bougeront plus du tout pour le reste de la partie. Et vont vous permettre de gagner des bonus quand vous allez faire telle ou telle action. Quand je vais faire l'action là-bas des hobbits à la caverne taverne, je vais pouvoir prendre une carte en plus. À la construction, le bâtiment me coûte plus que 4 au lieu de 5. L'hôtel de ville, ça me coûte moins 1. Ici au conseil de pierre, là où je dois perdre 2 points de renommée, j'en perds plus qu'un. Au port, je gagne plus une ressource par... je gagne plus 1 pour chaque ressource que je vends. Au conseil de pierre, je paye plus les pièces. Donc ça, c'est les petits bonus. Pour cela, bien sûr, ça ne sera pas aussi facile que ça. On va avoir aussi des petits jetons, des petites tuiles dés comme ça. Et pour pouvoir en bénéficier, il faudra en fait placer des dés aussi là-dessus. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est un petit truc en plus qui permet de donner un petit peu une partie différente par rapport au jeu.
Deux petites choses que j'ai pas précisées qu'on peut faire aussi. Dans la partie ici sur le plateau, on peut placer un 5 pour un 5 ou un 6. On peut reprendre un ouvrier, donc enfin, pas un maître de guilde, parce que les maîtres de guilde ne peuvent pas bouger, mais un apprenti. On va pouvoir le reprendre et le venir replacer ici. Alors à quoi ça peut servir? C'est surtout en fin de partie si on veut construire des bâtiments publics ou si à un moment donné on veut construire des bâtiments publics. C'est la seule façon de pouvoir le ramener ici si on n'a pas récupéré par le biais des colons pour pouvoir construire un bâtiment public. Deuxième chose aussi, quand on envoie ici dans les maîtres de guilde qu'on envoie en fait des apprentis, on peut les prendre soit de son plateau individuel, soit on peut déplacer un apprenti d'une autre guilde pour venir le rapprocher, le mettre dans une nouvelle guilde. Ça, c'est les deux petites actions supplémentaires, deux petits oublis que j'ai pas précisé tout à l'heure, qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut pas oublier dans la partie. Dernière petite chose aussi, au niveau des colons, en fait, en tout, on va en construire 7. On a 7 maisons maximum et on peut attirer au maximum 7 colons. Donc, on a peut-être des fois en début de partie, on dit maintenant, je vais dépenser moins de ressources, je vais en dépenser juste le minimum pour pouvoir dépenser d'autres ressources ailleurs. Mais après, c'est trouver un mix des deux, c'est bien parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir dépenser plus de 7 colons. Si vous partez à fond sur les colons, ce qui est bien, c'est d'essayer un maximum de vendre des ressources. Mais bon, après, on a besoin des bonhommes. Donc les bonhommes, du coup, on dit on va un peu moins de ressources pour avoir rapidement des bonhommes, pour pouvoir aller gagner des revenus. Donc il y a un petit mix à trouver là-dessus. Mais voilà, donc là, je vous ai vraiment expliqué l'essentiel du jeu. Le jeu est assez fluide, ça va assez vite à prendre en main. C'est quand même un peu long. Une première partie, il ne faut pas vous attendre à descendre à 4 joueurs, à descendre en dessous de 2h30, ça me paraît un peu compliqué, sauf si vous jouez très très vite. Parce qu'on a un peu perdu au début, on ne sait pas trop quoi faire. Dès le premier tour passé, tout est super clair, tout est assez fluide, et on essaye un petit peu de voir pour faire sa partie. Moi je vous conseille vraiment, je pense, de jouer avec les événements, parce que ça va donner un petit boost, ça peut orienter un petit peu. Pour celui-là, si vous n'avez pas l'habitude de ce style de jeu, le deuxième module, effectivement, peut-être pas y jouer tout de suite, mais ça peut être intéressant aussi, parce que les objectifs peuvent vous donner une direction dans votre stratégie pour votre partie. Voilà, je pense avoir donné l'essentiel. Il n'est pas à l'abri que j'ai oublié un petit point de règle, c'est jamais évident. Donc c'était Rise to Nobility, le futur des 5 royaumes, édité chez Pixie Game, disponible dans sa version classique en boutique, mais comme je vous dis, il n'y a rien qui change au niveau du gameplay, c'est vraiment au niveau juste du matériel qui avait du changement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de liker, de mettre des commentaires, et je vous dis à ciao pour une autre vidéo.